Bonjour à tous, donc on va passer une petite heure à parler de Kotlin et je vais d'abord me présenter. Donc voilà, je m'appelle Salomon Brice. À mon sens, la page la plus importante qui me représente, c'est mon GitHub. Donc si vous voulez aller voir ce que je trafique, vous pouvez aller voir. Et mon Twitter, je tweete assez rarement, mais quand je suis stressé comme aujourd'hui, j'ai tweeté. Voilà, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va se poser quels sont les objectifs de ce talk. Ce talk, c'est pas un tutoriel. Pour commencer, mon objectif n'est pas de vous dire pour faire du Kotlin, suivez ces recommandations, faites ça dans cet ordre-là. Pour ça, vous avez un excellent site web, c'est kotlinland.org et on a tous mieux à faire que de lire une page web qui existe en Meetup. C'est pas non plus un cours. Mon but n'est pas de vous expliquer exactement comment utiliser le langage, parce que je vais aller entre guillemets assez vite. Je vais essayer de vous montrer tout ce que le langage a à offrir. Et donc, si vous voulez vraiment apprendre à comprendre les concepts, etc., vous pouvez faire les Kotlin Cons, qui sont des petits exercices qui vous permettent de rentrer progressivement dans le langage. Ce talk, c'est une introduction au langage, donc comme je l'ai dit, le but est de vous donner un panorama de tout ce que Kotlin a à offrir, pourquoi est-ce que je pense que vous devriez tous en faire dès demain, et mon objectif est de parier sur le wow effect pour que vous sortiez de là en disant c'est trop bien, j'ai envie d'apprendre. Donc, on va faire un panorama, un tour de tout ce que Kotlin a à offrir. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait du Kotlin? Et pour ça, j'ai pas vraiment de réponse, parce que tout le monde a une réponse différente sur pourquoi est-ce que on va vers un nouveau langage. Je pourrais vous parler du fait que Java c'est verbeux, je pourrais vous parler que Java c'est vieillissant et qu'ils doivent maintenir ils doivent maintenir la rétrocompatibilité. Techniquement, tout ce qui compile en Java 4 compile encore en Java 9. À peu de choses près. Mais moi, je vais vous parler de cette métrique-là, qui est simplement le nombre de lignes de code sur GitHub à travers les années. Kotlin 1.0 est sorti à peu près en 2015, et puis à partir de là, on voit que vraiment ça explose. Globalement, l'utiliser, c'est l'adopter, et on peut voir ça avec le nombre de lignes de Kotlin sur GitHub. Alors, quelques caractéristiques de Kotlin. D'abord, Kotlin, c'est construit par l'industrie. Donc, c'est JetBrains qui développe le langage. Qui utilise ici IntelliJ? Ah, très bien. Donc, vous savez, vous connaissez JetBrains, vous connaissez au moins un de leurs produits, c'est IntelliJ. Voilà. JetBrains, quand ils ont construit Kotlin, ils l'ont construit pour l'industrie. Et qu'est-ce que ça veut dire par l'industrie, pour l'industrie? Parce que là, au cas où vous n'auriez pas compris, je suis en train de taper sur Scala. Eh bien, en fait, il n'y a pas d'expérience dans le langage. Il n'y a pas de... On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas ce que ça donne. On a une bonne idée parce qu'on est, des intellectuels, on travaille dans des universités, on a fait des papiers, on a envie de tester et on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va sortir des bonnes pratiques ou des anti-patterns. Une des choses qu'a fait Scala par exemple et qu'on sait aujourd'hui que ça nuit fortement à la lisibilité du code et que C++ fait aussi, by the way, c'est la notion d'implicite, de auto-conversion, auto-construction, etc. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, quand on lit un code, on ne le comprend pas. Oui. D'accord. Donc, apparemment, quelqu'un me dit que ce que je dis est faux parce qu'il fait du Scala. Tout ça pour dire que l'idée de Kotlin, c'était vraiment de prendre uniquement les features des langages
dont on sait qu'elles sont validées par l'industrie, et avoir un langage rock solide qui soit lisible, qui soit fait pour l'industrie et pas pour se marrer. Une autre contrainte forte lors de la création du langage Kotlin, c'était l'idée que l'interopérabilité avec Java devait être à 100%. Et on va en parler un peu, mais il faut savoir que quand on fait du Kotlin, on ne fait pas soit du Kotlin, soit du Java. On peut intégrer Kotlin progressivement dans une application, dans un serveur, dans ce qu'on veut. Au début, on a un fichier Kotlin et le reste en Java, et puis petit à petit, on avance. Aujourd'hui, dans IntelliJ, il y a à peu près 50% de Kotlin, à peu près 50% de Java, qui est du code historique sur lequel JetBrains n'a pas travaillé depuis qu'ils sont passés à Kotlin. Kotlin et Java s'interopérabilisent très très bien, et c'était vraiment la contrainte la plus importante pour JetBrains, c'est l'idée qu'on puisse adopter Kotlin progressivement sans avoir à utiliser Kotlin from the ground up or not at all. Et enfin, l'objectif, c'est vraiment que ça soit un langage facile à lire, à comprendre, à implémenter. Voilà, encore une fois, pas d'implicite, pas de choses bizarres, à part les coroutines, mais ça vaut le coup, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, et la première chose que l'on va remarquer, c'est que déjà, il y a le mot-clé fun pour dire qu'il y a une fonction. Ok, là je vous parle de syntaxe, c'est pas très drôle, mais au moins vous comprendrez. Quand on met fun, ça veut dire que c'est une fonction. Donc là je déclare une fonction. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que les types sont post-fixés. Et j'ai oublié de mettre en bleu le 2.string de URI-str. Donc ça a un intérêt, vous allez voir, parce que juste après on va parler des types optionnels, mais le principe c'est que les types sont post-fixés, que ça soit sur les variables comme URI-str qui est de type string ou URI qui est de type URI, ou pour les fonctions, à savoir la fonction connect qui renvoie une connexion. Là on est évidemment uniquement sur la syntaxe, juste pour que vous puissiez comprendre rapidement. Il n'y a pas de new. En Kotlin, il n'y a pas de new. Parce que new, quand on y réfléchit, est un mot-clé inutile. Le type, c'est URI. Il n'y a pas de fonction qui s'appelle URI. Et en soi, un constructeur, c'est une fonction qui nous renvoie un objet. Donc, il n'y a pas de new. New est inutile. Donc là, on comprend qu'on crée une valeur qui s'appelle URI, qui est de type URI. Et on crée et on construit un objet URI. J'ai dit URI une fois de trop, donc évidemment, comme je vous l'ai dit, les types sont optionnels. Mais le langage est fortement typé. Et c'est très important, c'est-à-dire que les types sont optionnels s'ils peuvent être déduits. On est vraiment dans la philosophie où tout est fortement typé. Kotlin est même plus typé que Java dans le sens où Kotlin interdit les types génériques sans valeur générique. Si un type est générique, on est obligé de mettre les valeurs génériques, ne serait-ce que étoile, qui est l'équivalent du point d'interrogation, mais voilà, tout est typé. Et donc là, on a une valeur URI qui est égale à la construction d'un URI, le compilateur en déduit que la valeur URI est de type URI. Alors, la grande feature de base, qui est toujours la première que l'on montre lorsqu'on montre Kotlin, c'est le fait que les valeurs et variables soient non nulles ou nullables. C'est une feature globalement qu'ont tous les langages lorsqu'ils ont été designés après les années 2005, on va dire. Donc évidemment, Kotlin propose ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci, c'est interdit. Parce que URI attend une valeur non nulle et que ce qu'on a dit, c'est que URI-str est de type string point d'interrogation. Le point d'interrogation, il veut simplement dire c'est une string ou c'est nul. On ne sait pas ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser une petite ligne avant et on peut utiliser cet opérateur. Et cet opérateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, je crée une valeur URI-str qui est
le paramètre URI str, ou s'il est nul, default URI. Cet opérateur, on l'appelle Elvis, parce qu'il a la mèche. Merci. Oui. Voilà, donc c'est le Elvis opérator, et c'est si ce qu'il y a à gauche est nul, alors ce qu'il y a à droite. Donc là, le compilateur est d'accord. Si on est là, le compilateur ne nous laissera pas compiler. On n'est pas dans les analyses statiques de code à la Java, où le compilateur se dit là, je suis pas sûr, c'est oui ou c'est non, c'est nullable ou c'est pas nullable, donc ça ne nous laissera pas passer, à moins qu'on fasse ce qu'il faut. Et puisqu'on en est à démontrer les capacités du langage, Kotlin supporte les valeurs par défaut. C'est cool, pourquoi pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait qu'une variable, enfin qu'une valeur ou qu'une variable soit nullable ou pas, fait partie du type. Donc, c'est string ou string point d'interrogation, mais string ou string nullable sont deux types différents. Et $1 million mistake fixed. La $1 million mistake, c'est le créateur de Java, dont j'ai complètement oublié le nom, qui dit qu'il avait vraiment merdé sur une chose, c'est sur le fait que les variables puissent être nullables en Java, et il dit que les null pointer exception, ça a coûté des millions de dollars à l'industrie, et évidemment maintenant plus aucun langage ne fait cette erreur, et Kotlin en fait partie. On va parler un peu de Java Interop, et j'espère vous avoir mis cette chanson dans la tête. Donc, la grosse feature de la Java Interop, c'est que les collections restent les mêmes. Lorsque vous manipulez une liste, lorsque vous manipulez une map, lorsque vous manipulez n'importe quelle collection, cette collection, que vous la manipuliez en Kotlin ou que vous la manipuliez en Java, c'est le même objet, c'est la même mémoire. Et même si on verra comment Kotlin rajoute plein de features aux collections et rajoute plein de choses et modifie un peu leur comportement dans certains cas, lorsque vous appelez une fonction Java et que vous lui passez une map, c'est transparent. Lorsque Java appelle une fonction Kotlin en lui passant une map, lorsque les maps passent de Java au Kotlin, les maps, les listes, les sets, tout ce que vous voulez, c'est complètement transparent. Il n'y a pas de transcription des listes. Ça n'existe pas une liste Kotlin, c'est une Java util list. Pour ça, il faut savoir que Kotlin utilise de la magie. Et c'est le seul endroit où Kotlin va faire de la magie. Pour tout le reste, c'est complètement compréhensible et transparent. Le seul endroit où Kotlin fait de la magie, c'est là-dessus. C'est-à-dire que en Kotlin, vous allez manipuler une Kotlin.list. En Java, vous allez manipuler une Java util list. Même si ce sont deux packages différents, en réalité, ce sont les mêmes objets, ce sont les mêmes mémoires, c'est la même chose, et donc c'est pour ça que ça peut passer de l'un à l'autre. Mais lorsqu'on passe de Java à Kotlin et de Kotlin à Java, Kotlin utilise, lui, même si c'est la même mémoire, ses propres méthodes qui sont dans Kotlin.list. Et donc c'est le seul endroit où Kotlin a trouvé intéressant de vraiment, là pour le coup, faire du compiler magic et faire des choses qui sont normalement assez peu cachères. Alors, si on parle de nullabilité, comme je vous l'ai parlé avant, on peut se poser la question de, je vous dis que c'est 100% compatible avec Java. Java n'a pas la notion de nullabilité, même si entre-temps il y a eu plein d'essais qui ont été faits, notamment à coup de annotation et de analyse statique de code. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est-à-dire que dans foo.kt, je déclare une fonction bar en Kotlin qui prend une string non nullable, donc je dis bien que je veux une string et que nul est interdit, et qu'en test.java, j'appelle la fonction bar avec nul, vu que en Java c'est correct. Déjà, on va remarquer en petit aparté que Kotlin nous permet de faire des fonctions root, c'est-à-dire des fonctions qui ne font pas partie d'un objet, donc des fonctions, pas des méthodes, ce qui est interdit en Java. Donc en Java, on va utiliser le nom du fichier kt et toutes les fonctions root vont être encapsulées dans cet objet pour Java.
Ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est surtout si vous utilisez IntelliJ, IntelliJ va vous dire pas d'accord. Mais c'est un warning. Parce que c'est du Java correct. Si vous voulez, vous pouvez le compiler. Et si vous le compilez, et si vous l'exécutez, vous aurez une belle Kotlin Null Pointer Exception. Ce qui va se passer, c'est que même si la fonction ne fait rien et n'utilise pas la string, Kotlin va quand même dire pas d'accord parce que Kotlin fait la vérification à l'entrée de la fonction. Lorsque vous entrez dans la fonction, la string ne doit pas être nulle. Si vous lui envoyez nulle, vous aurez une Kotlin Null Pointer Exception. Peu importe ce que vous faites dans la fonction, en fait, l'entrée de la fonction ne sera même pas effectuée. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nullabilité ne peut être vraiment validée que lorsqu'on fait du Kotlin. En réalité, en Java, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. IntelliJ a ajouté les outils. IntelliJ va vous mettre des warnings. IntelliJ va vous dire qu'il n'est pas d'accord, mais le Java compile. Donc, on fait ce qu'on peut. Dans le sens inverse maintenant, la question c'est, voilà, je fais une fonction statique dans system.java qui renvoie une string et je récupère cette string dans system.platform. La question c'est quel est le type de la valeur PN. Alors, on me propose string point d'interrogation et ça serait le plus logique parce que comme c'est du Java, on ne sait pas si Java va nous retourner une string ou nulle. Et donc c'est ce qui a été le cas pendant un certain temps, lorsque Kotlin était en bêta, tout ce qui revenait de Java était en point d'interrogation. Et ça fait que le code Kotlin était bourré de if not null, alors que des fois on sait que c'est not null. 9 fois sur 10, une fonction ne nous renvoie pas nul. Donc, si on met string point d'interrogation, on va bourrer le code Kotlin de vérifications qui sont 9 fois sur 10 inutiles. Ce qui s'est passé, c'est que donc c'était comme ça au début et c'est techniquement correct, mais les mecs de chez JetBrains se sont dit on va faire autre chose, on va créer le platform type. Le platform type, c'est string point d'exclamation. String point d'exclamation, c'est un type qui est impossible à créer en Kotlin. Ça veut juste dire, c'est une valeur qui vient de Java et je ne peux pas m'assurer qu'elle est nulle. Et je ne peux pas m'assurer qu'elle est non nulle. Donc, si tu l'utilises, fais gaffe à toi. Et après, 9 fois sur 10, quand on sait que c'est non nul, on n'a pas besoin de faire la vérification. Et si c'est nul, on aura une null pointer exception. Donc là aussi, là aussi, pour faciliter l'interopérabilité, Kotlin nous permet de nous mettre en danger au nom de la facilité de l'interopérabilité. Retenez, si vous utilisez IntelliJ, je ne sais pas si vous connaissez le raccourci Ctrl-Shift-P, qui fonctionne aussi en Java, ça vous donne le type d'une variable. Comme Java, les types, il y en a partout, on ne peut pas les rater, on n'utilise pas trop ce raccourci, mais en Kotlin, comme 9 fois sur 10, on ne met pas les types, on clique sur une variable, on fait Ctrl-Shift-P, ça nous donne le type de la variable. Si vous avez une chose à retenir de ce talk, c'est Ctrl-Shift-P. Alors, là, ceux qui sont sur Eclipse, tant pis. Là, donc on a la valeur PN, et comme on ne sait pas si c'est une string ou une string nullable, Kotlin nous permet de la manipuler comme si c'était une string non nullable avec le point d'exclamation qui dit « fais gaffe à toi ». Si je définis manuellement le type, à ce moment-là, à la récupération de la valeur, Kotlin va faire le nullability check. Donc là, si je fais un Ctrl-Shift-P, on n'a plus le string point d'exclamation, on a string tout court, parce qu'on a déclaré que PN était de type string non nullable. Donc au moment où on va récupérer system.platform, Kotlin va faire la vérification de nullabilité. Donc Kotlin est permissif pour lorsqu'on manipule du Java, c'est volontaire, c'est pas un bug. Ils ont testé les deux et c'était insupportable quand ils étaient stricts. Donc ils se sont dit que tant pis pour être strict. Et rappelez-vous de Ctrl-Shift-P si vous faites du Kotlin, ça vous aidera.
Ok, alors, quand je vous montre un code comme ça et que je vous dis qu'on peut faire mieux, vous savez tous où ça va. Hein, les data classes, normalement, on en parle depuis longtemps, l'idée que ça génère automatiquement les getters, les setters, le toString, le hashcode, on va y aller. Mais je vais vous proposer un petit voyage pour vous montrer comment est-ce qu'on y va. Et au milieu, on va apprendre quelque chose. Premièrement, je ne vous ai pas encore parlé des constructeurs. Alors, en Kotlin, tout type a un constructeur primaire. Et si vous mettez des constructeurs secondaires, les constructeurs secondaires doivent forcément appeler le constructeur primaire. Donc ça, c'est une contrainte qui fait que lorsqu'on construit un objet, on passe forcément par son constructeur primaire. Vous pouvez aussi avoir que des constructeurs secondaires et rien dans le constructeur primaire, mais si vous mettez un constructeur primaire, ce que l'on fait 9 fois sur 10, on passera forcément par le constructeur primaire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas de new et qu'un constructeur, c'est une fonction qui renvoie, qui construit et qui renvoie l'objet. C'est pour ça que les paramètres du constructeur primaire sont là. Voilà. Et donc le constructeur primaire, il est défini dans init et on peut utiliser les valeurs les paramètres du constructeur primaire, donc first name et last name. Mais du coup, on peut aussi faire ça. Plus besoin du init, plus besoin du code, vu que dans le constructeur primaire, on sait qu'on a un first name et un last name. Pour l'initialisation des variables, on peut directement les passer comme ça. Alors, l'opération suivante est assez bourrine, c'est celle de supprimer tous les getters et les setters. Alors, il s'est passé deux choses. Déjà, comme je l'ai dit, tous les getters et les setters ont disparu, mais surtout, first name et last name ne sont plus private. Les var, qui veulent dire variable, ça veut dire qu'une variable peut changer de valeur, alors que les val, qui sont des valeurs, c'est globalement des final, ce sont des valeurs ce sont des variables dont la valeur ne peut changer. Lorsqu'on les met dans les var et les val dans une classe, en réalité, ce sont des getters et des setters. Si vous avez fait de l'objectif C, c'est exactement le même concept. Ce sont des propriétés. C'est-à-dire que automatiquement, le système va générer des getters et des setters. Sauf si elles sont private, parce que si elles sont private, comme vous y accédez que de l'intérieur, il n'y a pas besoin de getters et de setters. Mais si elles ne sont pas private, eh bien, il va générer des getters et des setters. Vous notez que je n'ai pas mis public, parce que en Kotlin, tout est public si vous ne mettez pas de modificateur. Alors oui, ça fait mal. Et oui, à peu près 90% de la communauté Kotlin pense que c'est une mauvaise idée. Mais la rationale derrière cette idée, c'est que JetBrains a analysé des millions de lignes de code en Java disponibles sur GitHub et s'est rendu compte que la grande majorité des propriétés, des fonctions, que tout ça était public. Et que donc rajouter le mot-clé public mettait trop de code, sachant que c'est souvent ce que veut faire le programmeur. Donc, ils se sont dit, on va retirer le mot-clé public. Si on ne met rien, enfin, on peut mettre le mot-clé public existe, mais si on ne met rien, à ce moment-là, c'est public. Et si on veut que ça soit protected, ou private, ou internal, eh bien, on met le mot-clé correspondant. Oui. Alors, la question c'est, est-ce que si jamais on met var first name en public, est-ce qu'on peut accéder directement au field ou est-ce qu'on est obligé de passer par le getter? En réalité, la syntaxe, ça va être .firstName, mais ça va être compilé en .getFirstName. C'est-à-dire que dès que c'est une propriété, donc une propriété qui n'est pas private, tout passe par les getters et les setters. Les getters et les setters sont automatique. Et voici les getters et les setters qui sont générés automatiquement. Get renvoie le field associé, set le field à la value donnée. Donc là, je vous mets cette syntaxe aussi pour vous montrer que vous pouvez overrider
le getter et le setter. Et vous pouvez aussi overrider le getter et le setter d'une propriété sans utiliser le field. À ce moment-là, il n'y aura pas de field associé et le getter et le setter seront uniquement des fonctions et il n'y aura pas de mémoire derrière la propriété, vu que vous aurez overridé le getter et le setter et que vous n'utiliserez pas le field. Oui. Alors, attendez, j'y reviens. Voilà, donc la question c'est est-ce qu'il faut mettre les parenthèses? Alors, encore une fois, là c'est dans le code lorsqu'on override le getter et le setter. Mais lorsqu'on accède à la propriété, on met .lastName il n'y a pas de .getLastName, ça n'existe pas en Kotlin. En réalité, lorsqu'on va faire .lastName, il va appeler getLastName, et lorsqu'on va faire .lastName égale quelque chose, à ce moment-là, il va appeler setLastName. Cette syntaxe-là, get et set, c'est la syntaxe que Kotlin propose pour overrider le getter et le setter par défaut. Sachant qu'encore une fois, par défaut, il va mettre un champ, il va mettre un field donc dans la mémoire de l'objet, mais vous pouvez avoir des val avec uniquement un getter ou des var avec un getter et un setter qui n'ont pas de field et utiliser une propriété comme si c'était une fonction. Enfin, en réalité, c'est une fonction, mais lorsqu'on l'utilise dans le code, on a l'impression de manipuler une propriété. Alors, on peut encore optimiser ça. On a le first name et le last name qui sont passés en paramètres. Et on a une variable first name et une variable last name qui sont setées aux valeurs passées en paramètres. Bon, on peut faire mieux que ça. On peut faire ça. C'est-à-dire que lorsqu'on met var dans le constructeur, eh bien, ça veut dire qu'on aura une propriété qui s'appelle first name qui est setée par le constructeur. C'est assez logique, mais c'est beaucoup plus compact. Ça évite d'avoir des paramètres au constructeur, la variable, et de setter la variable au paramètre en constructeur. Globalement, c'est ce qu'il fait par défaut. Et il nous reste les infamous toString et hashcode. Et évidemment, Kotlin nous permet de les générer automatiquement. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Kotlin supporte la string interpolation. Vous n'avez pas à concaténer avec plus. Avec le $, vous pouvez simplement intégrer des variables. Lorsqu'on génère des strings, c'est très pratique. Donc pour générer toString et hashcode, il suffit de rajouter le mot-clé data et créer une data class. Et enfin, dernière chose, on a les accolades avec rien dans la classe, donc autant les retirer. Et voilà comment est-ce qu'on passe d'une classe avec des variables, des paramètres au constructeur pour initialiser les variables, des getters, des setters, toString et hashcode, à en Kotlin une ligne. On déclare une data class, c'est-à-dire une classe où le toString et le hashcode sera automatiquement généré, qui contient deux variables, first name et last name, avec les getters et les setters correspondants. Si on avait mis val au lieu de var, on n'aurait eu que des getters et pas de setters. Pardon. On va parler des delegated properties. Alors, qu'est-ce que c'est que les delegated properties? C'est ce petit by ici. Normalement, jusque-là, vous avez vu val, une variable, ou enfin val, le nom d'une valeur égale quelque chose. Eh bien, ici, on met by. Alors, qu'est-ce que c'est by? Prenons une fonction instance qui prend en paramètre une classe et qui va retourner une instance de cette classe. On pourrait dire que instance est une fonction d'injection de dépendance somme toute assez classique. Eh bien, le fait de by, c'est que instance ne va pas retourner un objet de type credentials manager. Non, instance va retourner une read-only property. Parce que c'est une val. Si c'était une var, ça serait une read-write property, mais là c'est une val, donc il y a besoin juste de read-only. Et read-only property, c'est une interface, donc cette instance va retourner un objet qui implémente read-only property, qui fait que lorsqu'on accédera à la valeur, en réalité, on va accéder à une fonction de l'objet retourné. Ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet de faire du lazy loading. C'est-à-dire que tant que vous n'accédez pas à la variable CM, le système d'injection de dépendance ne va pas aller récupérer, instancier la valeur.
Ça permet de laisser des fonctionnalités complexes prendre le relais pour la récupération. Notamment, l'interface permet d'accéder au nom de la valeur. Donc, vu que vous l'avez appelé CM, peut-être que dans un conteneur d'injection de dépendance somme toute assez bizarre, vous allez dire que si la valeur s'appelle CM, vous allez retourner plutôt ce Credential Manager ou autre. Enfin bref, ça permet la read-only property a accès au contexte. Donc, quel est l'objet qui veut recevoir la valeur, quel est le nom de la valeur à recevoir, évidemment les paramètres, et tout ça fait que ça permet des features somme toute assez complexes en utilisant simplement ce mot-clé by. Parlons un peu des fonctions. Alors attendez, j'ai rien raté. Non, tout va bien. Donc, voici une fonction somme toute assez classique. Voilà, excusez-moi. Donc, voici une fonction somme toute assez classique. La fonction s'appelle updateUser. Elle prend en paramètre une connexion à un user et on l'appelle en passant en paramètre une connexion à un user. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, disons que connexion est un objet que vous ne gérez pas, qui n'est pas à vous, qui est soit d'une librairie, soit d'une autre équipe, soit whatever. Donc, en Java, on ferait souvent une classe connections avec des utiles dedans, et on va mettre que des fonctions statiques, et le premier paramètre, ça sera toujours une connexion, vu qu'on est dans la classe connections. En Kotlin, on peut faire un peu mieux. On peut dire, voilà, je veux ajouter une fonction à connexion. Et donc, je crée une fonction qui s'appelle connexion.updateUser. Cette fonction prend un seul paramètre et je peux l'appeler avec connexion.updateUser. Alors, derrière, c'est très simple. Derrière, Kotlin génère une fonction statique qui prend en premier paramètre un connexion. Avec ça, on n'a pas accès au private ou au protected. C'est juste une manière de rendre le code plus lisible. Parce qu'au final, updateUser, on le fait sur une connexion. Donc, c'est plus simple de lire connexion.updateUser que updateUser.conUser. Voilà, donc ça, c'est les extension functions et c'est très utile. On peut voir la même chose avec des classes génériques. Et c'est là où ça devient intéressant parce que même si les classes génériques sont à vous, vous allez peut-être vouloir faire des extension functions parce qu'on peut faire une extension function sur un type spécifique. Donc là, par exemple, je ne fais ma fonction qui s'appelle prefixed, qui prend paramètre un préfixe et qui renvoie une liste des valeurs préfixées, enfin des valeurs qui commencent par ce préfixe. Eh bien, en fait, je ne le fais que sur une map dont la clé est string. Et donc, on peut faire des fonctions pour spécialisation. Si vous faites du C++, ça s'appelle la spécialisation. Et c'est vraiment ça. Au final, ce que Kotlin va générer, c'est une classe statique avec en premier paramètre une map de string T, donc rien que vous ne puissiez faire en Java, mais là ça donne une vision beaucoup plus agréable de faire map.prefixed plutôt que maps.prefixed map le préfixe. Donc c'est encore un petit syntactic sugar qui vous permet d'être plus expressif dans votre code. Oui. Non. C'est laquelle? Alors, non, sur celle-là, donc. Oui. Non, c'est pas celle-là. Mais qu'est-ce que... Je vais y arriver, toutes mes excuses. Donc, on en était aux fonctions. Les voilà. Eh bien, c'est simplement this, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la fonction prefixed ou à l'intérieur de la fonction updateUser, this, c'est connection. Mm-hmm. Ah oui, c'est parce que j'ai sorti le code de son contexte, évidemment. Tout à fait, c'est juste pour la démo. On est d'accord que si je compile ça, ça marche pas parce que code n'existe pas. Oui. Tout, c'est-à-dire.
Alors si, ce sont des fonctions statiques dans lesquelles this sera remplacé par le nom de la variable. Mais il n'y a pas de magie. C'est pas des fonctions d'instance. C'est-à-dire que Kotlin, il va voir, attendez que je vous sors ça. Voilà, Kotlin, il va voir ça et il se dit, ok, donc la fonction préfixe va s'appliquer sur les maps. Donc je vais générer une fonction statique dont le premier argument est map. Oui. Alors, la portée de ce fonctionnement dépend de l'import, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous allez simplement importer la fonction. C'est-à-dire que si vous importez kotlin.map, vous n'avez pas accès à cette fonction, puis vous allez commencer à faire PRE, IntelliJ va détecter qu'il y a une fonction préfixe, il va vous la proposer, et il va la mettre dans les imports, et il va importer votre nom de fichier, enfin votre package.prefixed. Parce que prefixed est vraiment une fonction statique. Donc, évidemment, vous devez l'importer. Alors, on a dit que Kotlin était un langage fonctionnel. Kotlin est un langage fonctionnel dans le même sens où Java 8 est fonctionnel. C'est-à-dire que Kotlin supporte les first order functions, Kotlin supporte la composition de fonctions, et Kotlin supporte beaucoup de choses fonctionnelles. Kotlin est avant tout un langage objet. Ce n'est pas un langage fonctionnel pur, on en est assez loin, mais Kotlin a 2-3 fonctionnements objets. Prenons une simple opération map sur une liste. Voyons déjà un peu comment fonctionne une lambda, les paramètres, les paramètres flèchent le corps de la fonction, le tout entre des accolades. Donc on n'est pas exactement sur la syntaxe Java, les accolades ne sont pas placées au même endroit, mais c'est la même idée. Map est une fonction qui prend en paramètre une fonction, et cette fonction prise en paramètre n'a qu'un seul argument, et donc Kotlin sait qu'il y a plein de fonctions. Il y a plein de fonctions qui prennent des fonctions ayant un seul argument, donc Kotlin vous propose de vous débarrasser de cet argument et de l'appeler automatiquement it. Si la fonction qui est prise en paramètre n'a qu'un seul argument, vous n'êtes pas obligé de le déclarer et simplement vous pouvez l'afficher it. Mais Kotlin va un peu plus loin dans sa syntaxe parce qu'il vous permet de sortir la lambda des parenthèses. Alors lorsqu'on voit ça, au début c'est un peu déstabilisant, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est bien l'appel de la fonction map sur une liste avec un paramètre lambda. C'est juste que Kotlin vous permet, si le dernier argument est une lambda, de sortir la lambda des parenthèses. Et enfin, Kotlin vous permet, dans le cas où il y a une lambda et pas de paramètres, de ne pas mettre les parenthèses parce que ça ne sert à rien. Donc, on se retrouve avec cette syntaxe-là. Et dans le cas d'un MapReduce, on se retrouve avec cette syntaxe-là. Donc, on appelle map avec une lambda qui globalement map la valeur à son toString. Et ensuite, on reduce en concaténant les strings. C'est assez moche, mais ça vous permet de voir. Est-ce qu'il y a des questions sur les maps, enfin sur les lambda, pardon? Oui. Je sais pas. Non, il n'est pas initialisé. Probablement que ce code est incorrect. Il me semble. Je ne sais pas. Alors Kotlin par défaut ne propose pas de primitives fonctionnelles pour currifier et ce genre de choses. Cela dit, il y a une librairie qui s'appelle ArrowKT qui rajoute toutes ces primitives. Oui. C'est-à-dire? Alors, pour tout ce qui est des fonctions, des primitives fonctionnelles dans ArrowKT, je ne saurais pas répondre aujourd'hui.
Non, non, y a pas vraiment de primitive fonctionnelle, donc la purification et tout ça n'existe pas par défaut. Après, il y a des extensions parce qu'on peut mettre des fonctions sur des lambdas ou ce genre de choses, parce que une lambda est un objet, donc on peut créer des extension functions sur des objets de type lambda, mais à Rocaté, je l'ai pas vraiment manipulé. Alors, prenons ce code-là. On a une data class, donc on a vu ce que c'était qu'une data class qui s'appelle album2play. Alors, la première chose qu'on va voir d'ailleurs, c'est que Kotlin nous permet de déclarer des objets. Les objets sont par définition des singletons. Lorsqu'on déclare un objet play, je déclare en fait un objet play qui est de classe play, mais il peut y en avoir qu'un. Donc en fait, play est à la fois un objet et une classe, parce qu'on définit qu'il ne peut y en avoir qu'un seul. Donc là, j'appelle la fonction album sur l'objet play avec le paramètre passifisticuffs et ça nous renvoie un album to play et j'appelle la fonction by qui est une extension function parce que pourquoi pas sur le type album to play et je lui passe Diablo Swing Orchestra. C'est un excellent album si vous voulez l'écouter. Donc ce code-là est correct. Je peux faire play.album passifisticuffs by Diablo Swing Orchestra. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler un DSL pour Domain Specific Language où on permet de écrire un ensemble de fonctions comme si c'était une phrase. Play album passifisticuffs by Diablo Swing Orchestra. Kotlin nous permet d'aller un peu plus loin et de déclarer les fonctions infix. Une fonction infix, c'est forcément une fonction qui s'applique à un objet, donc une fonction root ne peut pas être infix. Là, l'extension function peut être infix vu qu'elle s'applique à un objet, et c'est une fonction qui n'a qu'un seul argument. Et qu'est-ce que ça change si je mets une fonction infix? Regardez bien la dernière ligne, c'est assez clair. En fait, ça retire les points, les parenthèses et tout ça. En réalité, là, je lis la phrase play album passifisticuffs by Diablo Swing Orchestra. Sauf que play est bien un objet, album est bien une fonction, passifisticuffs est bien le paramètre à la fonction album, by est bien la fonction qui est appliquée sur le retour de album, à savoir album to play, donc by, et Diablo Swing Orchestra est bien le paramètre à la fonction by. Donc, en faisant ça, on peut alterner donc méthode, paramètre, et avoir cette phrase. Et ça, c'est les infix functions. Beaucoup de librairies Kotlin vont vous permettre d'utiliser ce genre de petites choses assez sympas. Kotlin supporte aussi l'overload d'opérateurs. Alors, l'overload d'opérateurs, comment ça marche? On a une fonction qui s'appelle get. Je définis que c'est un opérateur et j'utilise l'opérateur. C'est aussi simple que ça. Alors, non, ce n'est pas C++ avec un nombre d'opérateurs avec tous les opérateurs et accessoirement la capacité de les redéfinir complètement. En réalité, Kotlin est très conservateur sur le sujet. Vous n'avez accès qu'à l'overload de certains opérateurs et vous ne pouvez les utiliser que dans un contexte qui fait sens. Par exemple, vous pouvez overloader l'opérateur in, parce que le in est un opérateur, mais vous devez forcément retourner un booléen, parce que est-ce que telle valeur est dans votre collection, oui ou non. Vous ne pouvez pas utiliser in pour retourner n'importe quoi. Vous pouvez, voilà, il y a un nombre limité d'opérateurs et Kotlin ne vous laisse pas faire n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on peut utiliser des opérateurs comme si c'était des extension functions. En l'occurrence, là, je peux ajouter deux dates l'une à l'autre en utilisant l'opérateur plus. C'est une extension function, c'est une fonction opérateur, donc il faudra que je l'importe lorsque je l'utiliserai. Mais Kotlin vous permet de rajouter des fonctions à des objets en utilisant les extension functions et de rajouter des opérateurs à des objets que vous ne maîtrisez pas. Oui.
Alors la question c'est comment est-ce que le compilateur sait que l'opérateur crochet c'est forcément la fonction get? Et la réponse est c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez overloader l'opérateur crochet, c'est la fonction get. Si vous voulez overloader l'opérateur plus, c'est la fonction plus. Si vous voulez overloader l'opérateur unary plus, c'est la fonction unary plus. Il y a un certain nombre de noms de fonctions qui sont définis par le langage et si on les overload et qu'on met le mot-clé opérateur, parce qu'il faut bien mettre le mot-clé opérateur, à ce moment-là on peut utiliser l'opérateur pour les utiliser. Et l'opérateur in, par exemple, c'est la fonction contains. Il faut qu'elle s'appelle contains. C'est comme ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut définir deux fonctions plus, une opérateur et une sans? Non. Alors, non, on peut overloader, on peut mettre, enfin même pas overloader, on peut créer une fonction plus sans mettre opérateur, et à ce moment-là, si on n'a pas mis opérateur, on ne pourra pas l'utiliser comme un opérateur. Mais la fonction plus existera. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, oui, générer une fonction plus opérateur et une fonction plus non-opérateur, si c'est des extension functions et qu'elles ne sont pas dans le même package. Parce qu'à ce moment-là, quand vous utiliserez point plus, IntelliJ va vous demander, ok, j'en ai deux, laquelle tu veux importer? Parce que en réalité, même si j'ai pas mis, en réalité, ce code-là est correct. C'est-à-dire que j'ai beau m'avoir mis opérateur function get, je peux utiliser la fonction get. Je ne suis pas forcé d'utiliser l'opérateur. Donc si tu as deux extension function plus et que l'une, l'autre ou aucune n'est opérateur et que tu écris point plus, IntelliJ va te demander laquelle importer et en fonction de ton choix, bah, ça fonctionnera. Oui. Donc, la question c'est, vu que j'ai trollé Scala en disant que Kotlin n'est pas expérimental alors que Scala l'est, est-ce que je peux prouver que l'overload d'opérateurs n'est pas une feature expérimentale? Évidemment que non, ça reste forcément l'opinion de JetBrains. Mais selon JetBrains, l'overload de ces opérateurs est sémantique. Alors que selon JetBrains, l'overload d'autres opérateurs, comme l'opérateur unary star, ne l'est pas parce qu'il permettrait trop de choses. Sur ce cas précis-là, JetBrains s'est penché sur l'ensemble des langages et a dit, voilà, ceux-là, selon eux, ils s'en sortaient des bonnes pratiques, alors que ceux-là, pas. Quand on voit ce qu'on fait avec l'overload d'opérateurs en C++, à savoir créer d'autres langages, juste en overloadant les opérateurs, quelque part, on est content qu'ils aient fait ce choix-là. Maintenant, où est la limite, où est la ligne entre ces opérateurs-là sont valides, enfin sont sémantiques, et ces opérateurs-là, c'est vraiment le bordel? C'est JetBrains qui définit la ligne. On n'est pas forcément toujours d'accord avec eux. D'accord. Voilà, donc monsieur disait que en Groovy ça marche exactement de la même manière et que Kotlin s'en est très probablement inspiré. Oui. Merci. Alors, on va parler d'inlining. Alors l'inlining, c'est l'idée qu'une fonction n'existe pas, mais qu'on va prendre son code et le coller à l'endroit où à chaque fois on l'utilise. Dans quasiment tous les langages, lorsqu'on met le mot-clé inline à une fonction, on dit au compilateur « Je trouve que cette fonction serait un bon candidat à l'inlining, donc si tu es d'accord avec moi, inline la fonction s'il te plaît. » En Kotlin, c'est très très différent. Si on met inline, la fonction sera forcément inlinée. Donc si Kotlin ne peut pas inliner la fonction pour plein de raisons, et on va y venir, à ce moment-là, Kotlin nous interdira de mettre le mot-clé inline. Inline en Kotlin veut dire je veux que tu inlines cette fonction, c'est moi le chef. Déjà, on va commencer par constater que ceci est la syntaxe pour définir qu'on prend en paramètre une fonction. Donc là, je prends en paramètre une fonction t qui renvoie unit.
Alors unit, notre ami qui fait du Scala le saura, c'est c'est la manière fonctionnelle de dire void. C'est la manière fonctionnelle de dire ça ne renvoie rien. Quand une fonction ne renvoie rien, en réalité elle renvoie unit. Et unit est un objet, c'est une valeur qui existe dans la runtime et qui est renvoyée à chaque fois que vous ne renvoyez rien, parce que une fonction ne peut pas rien renvoyer. Quand on fait un peu de fonctionnel, une fonction renvoie toujours une valeur, et si la fonction ne renvoie rien, à ce moment-là, le compilateur va faire en sorte qu'elle renvoie unit. Mais comme c'est un objet et pas une classe, ça n'impacte pas l'optimisation, parce qu'en réalité, il va retourner un pointeur qui existe quelque part dans la runtime. Donc, on a vu que l'inlining est forcé avec inline, et donc, je vous le mets en gras. L'inlining est forcé. Lorsque vous mettez inline, le compilateur n'a pas le choix. Il doit inliner la fonction. Oui. Eh bien, il ne te laissera pas faire. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe si tu inline une fonction récursive, et la réponse est le compilateur a un certain nombre de contraintes qu'il va forcer si jamais si tu mets le mot-clé inline, et le fait qu'une fonction inline soit récursive est l'une d'entre elles, et donc ça ne compilera pas, il ne te laissera pas faire. Donc qu'est-ce qui se passe si j'écris ça? En réalité, donc ça c'est tout à fait valable, j'appelle la fonction forEach que j'ai déclarée, qui prend en paramètre une lambda, cette lambda prend un paramètre, je ne déclare pas, j'utilise it, et list forEach, println de it to string, jusque là tout va bien. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand le compilateur va passer par là, en réalité, le bytecode qu'il va mettre va être équivalent à ce code-là. Il va transformer votre list.forEach en for, parce qu'il va prendre ce code-là, il va le mettre là, il va prendre votre lambda qui est là, et quand on l'appelle ici, il va la mettre là. Donc en réalité, lorsqu'on inline, on force le compilateur à inliner. Oui. On est en 2018, les compilateurs, les environnements d'exécution, ils sont capables d'inliner eux-mêmes. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est la slide suivante. Donc la question c'est quel est l'intérêt de forcer l'inlining, et la réponse c'est la slide suivante. Alors il y a deux intérêts. L'un des deux intérêts, c'est le non-local return. Question, si j'appelle la fonction forEach que je viens de déclarer, et que je fais un return ici, si on était en Java, on returnerait de la fonction forEach. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça return? Et vous l'aurez compris, ça ne return pas de la lambda, ça return de la fonction. En Kotlin, lorsque on utilise le mot-clé return, on sort de la fonction englobante, pas de la lambda. Il y a une syntaxe pour déclarer les lambdas comme des fonctions, mais un mot-clé return se reporte toujours au mot-clé fun le plus proche. Donc, ici, je vais récupérer la première valeur, sur un iterable, je récupère la première valeur qui valide le prédicat, je fais un forEach. Si le prédicat est rempli, je return, et je return bien de la fonction, pas de la lambda. Si j'avais voulu retourner de la lambda, j'aurais pu écrire ça, mais ça compilerait pas parce que forEach, ça prend une lambda qui doit retourner un unit, et là, c'est pas un unit, c'est une valeur. Donc ça compilerait pas. Mais si on veut retourner d'une lambda, on doit écrire return at de la lambda. Alors tout à l'heure, on a vu map, et map, j'écrivais pas return at map. J'écrivais juste it.toString parce que la dernière valeur d'une lambda est son retour. Mais si au milieu d'une lambda on veut returner, à ce moment-là on fait return at le nom de la lambda. Mais là ça compilerait pas. Donc on va retourner à un code qui compile. Donc pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si on était dans une vraie fonction, on serait rentré dans une nouvelle stack, dans une nouvelle fonction, donc il y aurait eu des arguments pushés sur la stack, et la JVM et le bytecode ne supportent pas le fait de retourner d'une fonction qui n'est pas la nôtre, ce qui est, à part throw, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Et en réalité, il ne faut pas oublier que ceci ne va pas générer d'appel de fonction. Vu que c'est inliné,
On peut faire un return ici parce que ceci ne génère pas de push sur la stack, ne génère pas d'appel de fonction. En réalité, on est toujours dans la fonction iterable parce que for each est un leurre. For each est une fonction qui va forcément inliner. Donc les non-local return ne sont pas accessibles lorsqu'on utilise des lambda classiques. Si on utilise des lambda inlinés, à ce moment-là, les non-local return sont possibles. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est les types réifiés. Alors, qu'est-ce qu'un type réifié? Un type réifié, c'est l'idée de dire que au moment où on va utiliser la fonction, on connaît le type de T. D'accord? Donc comme la fonction va être inlinée, elle ne sera pas sujet au type erasure. Vu que la fonction va être inlinée, au moment où j'inline la fonction, je connais le type de T. Alors il y a certains cas où ce n'est pas le cas. Par exemple, si on est dans une fonction déjà générique, qu'on ne connaît pas le type de T, qu'on inline la fonction, si on ne connaît pas le type de T, à ce moment-là, il ne nous laissera pas faire parce que là, on dit au compilateur, le type T doit être réifié, ça veut dire le compilateur doit connaître le type T. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que je peux appeler cette fonction comme ça. Au lieu de prendre en paramètre une classe et de faire typename de T : classe, je peux dire que la fonction typename utilise un type réifié, donc on pourrait dire que les types réifiés, ce sont des paramètres, deviennent des paramètres. C'est-à-dire que typename de string va être inliné, et lorsque typename de string va être inliné, voici ce qui va être inliné en bytecode globalement. Il n'y aura pas d'appel de fonction, vu que la fonction est forcément inlinée. Vu qu'on connaît le type T, à ce moment-là, je peux remplacer T : classe par string : classe. Et ça permet, en Kotlin, d'utiliser les types comme si c'était des arguments. Reprenons notre exemple de instance tout à l'heure qui prenait en paramètre une classe. On peut la modifier et dire, voilà, ça devient une inline réifiée. Parce qu'en réalité, là, je passe en paramètre une classe. Mais si je passe en paramètre une classe, ça revient à passer en paramètre un type. Et si la fonction est inlinée et que le type est réifié, au moment où je l'utilise, je connais le type. Et ça permet ce genre de syntaxe qui est assez chouette. Ici, je dis, je veux un credential manager et je veux le récupérer par la fonction instance. Sauf que je ne définis pas le type. Et pourtant, Kotlin est assez intelligent pour comprendre que le type, c'est credentials manager. Parce que comme instance retourne un read-only property de T, donc que je vais récupérer un T, et que là, je vais récupérer un credentials manager, Kotlin nous comprend, et on définit, voilà, je veux un credentials manager by instance. Instance est une fonction inlinée, le type est réifié. À ce moment-là, on sait que le type, c'est credentials manager. Donc ça, c'est valide en Kotlin. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même très compact, c'est très lisible, c'est très compréhensible, parce que le compilateur fait de l'inférence de type. Parce que, alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de spécifier que le type est réifié? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Si jamais je crée une fonction qui n'est pas inline, une fonction normale, une fonction qui est générique, et que j'appelle une fonction inlinée dedans, à ce moment-là, le type n'est pas réifié. Donc, lorsqu'on met réifié, c'est encore une fois, on dit à Kotlin, voilà, le type doit être réifié, donc je dois pouvoir y accéder, donc mets en place cette contrainte, et interdis-moi d'utiliser cette fonction inline, si le type à ce moment-là n'est pas réifié. Est-ce que ici, tout le monde connaît un peu RX Java, ReactiveX? Levez la main si vous avez déjà utilisé ReactiveX. Ok. On va dire qu'il y a 80% de la salle. On va parler un peu de ReactiveX pour aller vers le concept le plus cool de tout Kotlin. Et pour ça, je vais vous introduire un type et 3 fonctions. Prenons un type article qui a une valeur texte. Prenons une fonction getFromDB qui prend en paramètre un ID, donc de type int, et qui retourne un maybe de article. Donc en ReactiveX, maybe, ça veut dire, ok, ça peut retourner un article ou pas. Parce que peut-être que l'article n'est pas en DB. Oui.
Alors pourquoi la question c'est pourquoi pas article point d'interrogation? Parce que ReactiveX, parce que j'utilise RX2 et que ReactiveX 2, enfin RxJava 2 pardon, ne supporte pas ne supporte pas que les valeurs soient nulles. Donc pour ça, RxJava 2 propose le type maybe. Une fonction request qui, elle, va faire une requête réseau sur un ID et va forcément nous retourner un article. On ne prend pas en compte le fait que l'article n'existe pas at all. Et enfin, une fonction backup in DB qui enregistre l'article dans la base de données locale et qui, elle, retourne un completable, c'est-à-dire une fonction qui ne retourne rien et qu'on va attendre. En ReactiveX, tout est asynchrone, donc le principe, c'est que la récupération dans la DB, c'est asynchrone, donc on va attendre et peut-être qu'on aura un article ou pas. La request network, c'est évidemment asynchrone et le fait d'écrire dans la DB, c'est aussi asynchrone. J'introduis ici le egal to do. Egal to do, c'est une petite construction en Kotlin. Vous écrivez la signature de la fonction et vous mettez egal to do derrière. Et Kotlin comprend que bon, bah, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore écrite. Mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez... Oui, voilà, vous pouvez utiliser la fonction, mais lorsque vous l'appellerez, ça sera une exception parce que vous ne l'avez pas encore implémentée. Mais c'est une manière de dire, il y a cette fonction, elle existe, à un moment je vais l'implémenter, en attendant, laisse-moi écrire le code qui l'utilise. Ok, alors, disons que le fonctionnement que je veux est très standard. Je veux récupérer un article, pour ça je vais vérifier qu'il existe en DB, s'il n'existe pas, je vais le récupérer du network. Une fois que je l'ai récupéré, je l'enregistre en DB et je retourne son texte. Évidemment, s'il existe en DB, je retourne directement son texte. Comment est-ce qu'on fait ça en ReactiveX? On fait un getArticText qui renvoie un single de string parce qu'on veut récupérer le texte et on va se subscribe sur le getFromDB. Donc on va récupérer l'article en DB. On lui passe évidemment deux lambda, vu qu'on est en asynchrone, soit l'article est en DB et on retourne le texte, soit l'article n'est pas en DB, à ce moment-là, on error. Non, c'est pas on error, c'est incomplete d'ailleurs, toutes mes excuses. Et si jamais l'article n'existe pas, on va récupérer la requête, on se subscribe dessus, une fois qu'on a la requête, on backup dans l'article, on se subscribe dessus, on passe dans une autre lambda et on unsuccess. Et donc là, on entre dans le callback hell, à savoir des callbacks dans des callbacks, dans des callbacks, dans des callbacks. Et avant que vous levez la main en me disant « Salomon, tu sais pas coder en RX », si. Alors attendez, je vais y revenir. Voilà, on va y venir à ça. On va y venir à la composition. Mais revenons une minute en arrière et analysons ce code. Déjà, en Kotlin, on a les paramètres nommés. Donc, je vous le mets là, pourquoi pas. Vous voyez qu'on peut dire, voilà, onSuccess égale, onError égale, parce que on a les paramètres nommés. Et donc, au final, moi, je trouve, et évidemment c'est personnel, que c'est assez peu lisible de comprendre le fonctionnement et de comprendre qu'au final, on va récupérer l'article texte lorsque il est dans la DB, et que sinon, on va le request, on va le backup, on va récupérer l'article texte, tout ça, en composant des callbacks et en faisant du fonctionnement asynchrone, c'est assez peu lisible. Alors, évidemment, on peut composer en RX. Et là, il vous faut un bac+2 RX pour comprendre qu'on map, qu'on get from DB, qu'on map, que si jamais c'est nul, on va là, qu'on transforme en single, qu'on va utiliser flatmap, et encore, et qu'on fait single.just parce qu'on est dans un flatmap, et encore là, on est dans du RX simple. Mais globalement, c'est le même fonctionnement en ReactiveX, mais avec de la composition. Donc, on est soit sur du code illisible, soit sur du code incompréhensible. Donc, introducing coroutines. Les coroutines, on va écrire comme si c'était du séquentiel. Ok ? On va récupérer l'article de la DB. Si ce qu'on récupère est nul, on le request et accessoirement on le backup in DB. Et ensuite, on retourne l'article de texte. Donc en fait, article, c'est soit get from DB, soit le request. Ce also, il dit ok, sur ce que tu as là, fais aussi ça, tant qu'à faire. Donc vous voyez, le code est beaucoup plus compact et beaucoup plus lisible. Le mot-clé ici, c'est ce await. Ce await,
il ne fonctionne que parce qu'on est dans RX single. RX single, c'est une fonction qui globalement dit ok, on va créer un single et on va ouvrir un contexte de coroutine. Les fonctions suspensives, et c'est le nom de la fonction await, ne sont utilisables que dans des contextes de coroutine. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suspensives si vous n'êtes pas dans un contexte de coroutine. Mais la fonction RxSingle prend en paramètre une lambda qui s'exécute dans un contexte de coroutine. Et ce qu'il faut comprendre, et ce qui est très important, c'est que les coroutines transforment du code séquentiel en callback. Il n'y a pas de runtime, il n'y a pas de gestion automatique des workers, on n'est pas dans Node. Ce que propose Kotlin, c'est de dire, ok, tu as du code séquentiel, je te le transforme en callback. Comment marchent ces callbacks? Est-ce que c'est du non bloquant? Parce que si ça se trouve, c'est du bloquant, même si c'est des callbacks. Tout ça, c'est laissé à l'implémentation. Là, tu utilises ReactiveX. C'est à ReactiveX de s'assurer qu'on est dans du non bloquant. Mais, moi, ce que je te propose, c'est de transformer du code séquentiel en code callback. En réalité, ce code-là que vous voyez, pardon. Non, pardon, je me suis gouré de... Voilà. Ce code-là que vous voyez, il va générer à peu près ce code-là. Ça va être à peu près la même chose. Zut. Voilà, excusez-moi. Ok. Mais, ce que vous allez écrire, c'est ça. En réalité, les coroutines transforment du code séquentiel en callback. Il n'y a pas de magie. Donc, on peut dire que les coroutines sont de la magie effectuée par le compilateur, pas par la runtime. Encore une fois, la runtime et ce qui se passe avec ces callbacks dépend de l'implémentation. Les coroutines sont fournies par Kotlin à travers des primitives que je ne vous ai pas montrées ici. Ce que je vous ai montré ici, c'est la librairie qui utilise ces primitives et qui les fournit à RX2. Mais il faut bien comprendre que ces primitives ne sont pas utilisables telles quelles. C'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, c'est compliqué de les utiliser telles quelles. Donc en réalité, ces primitives de coroutine sont là pour que les gens qui le souhaitent écrivent des librairies permettant d'utiliser les systèmes RxJava ou autres. Mais ce qu'on utilise dans le code, ce ne sont pas les primitives du langage, ce sont les librairies qui utilisent ces primitives. Et par défaut, JetBrains fournit un certain nombre de librairies pour beaucoup de systèmes. Comme je vous l'ai montré, il y a déjà tout ce qui est ReactiveX et Reactor Core si vous êtes de ce bord-là. Évidemment, Android. Donc, vous voulez faire des coroutines en utilisant les threads ou les async tasks ou passer d'un thread du main UI, enfin du thread UI à un thread de traitement et vice versa. Tout ça, vous pouvez le faire en coroutine. JetBrains fournit aussi les coroutines si vous faites du desktop, donc du Swing ou du JavaFX. Il vous fournit aussi tout ce qu'il faut pour faire des coroutines avec la JDK8, donc tout ce qui est thread pool et service, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Et voilà. Exécuteur service et tout ça. Et si vous voulez faire des coroutines non bloquées, enfin si vous voulez NIO, il vous les fournit aussi. Et même si vous utilisez Guava, parce qu'il y en a qui le font, ou que vous utilisez Quasar, vous pouvez utiliser les coroutines avec ça. En gros, les coroutines, c'est vraiment une révolution. Et je pourrais passer 1 heure, et d'ailleurs je l'ai déjà fait dans un autre meet-up, à expliquer comment ça marche, comment est-ce qu'on peut les utiliser, etc. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous écrivez du code qui a l'air bloquant, qui ne l'est pas, qui est transformé en callbacks, et que Kotlin ne vous force pas à utiliser async await. Kotlin a des primitives, et à partir de là, il y a des librairies qui vous permettent d'utiliser ces primitives. Très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps, on va parler des plateformes. Alors, ne vous en faites pas, la JVM ne va nulle part.
et Kotlin supportera toujours la JVM, mais il y a d'autres plateformes. Et les personnes, enfin les mecs de chez JetBrains se sont dit, voilà, Kotlin c'est bien, si on allait autre part. Si on allait sur JavaScript. Alors, on peut compiler du Kotlin en JavaScript. Ça fonctionne sur du web et sur du Node. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas faire du Node. Vous pouvez compiler en assembleur, en web assembleur. Vous pouvez compiler pour du Raspberry Pi. Vous pouvez compiler pour du Linux, du Mac, du Windows. Vous pouvez même faire du Kotlin sur iOS, figurez-vous. Et très récemment, c'est-à-dire depuis hier, vous pouvez faire... Avant-hier, pardon. Vous pouvez, non, hier. La Saint-Valentin, c'était hier. Oui, donc c'est hier. Vous pouvez compiler du Kotlin sur STM32. Tout ça, c'est en réalité le même compilateur, c'est Kotlin native. Donc en fait, Kotlin fournit 3 compilateurs. Le compilateur vers la JVM et donc Android, parce qu'au final, Android, on sait que c'est Google qui après transforme le bytecode en Dalvik. Donc le compilateur vers la JVM, le compilateur vers JavaScript et le compilateur vers native. Kotlin n'est pas le premier langage à supporter la cross-compilation. Kotlin est le premier langage dont les concepteurs supportent la cross-compilation. Parce que c'est vrai qu'en Java, il y a J2EBJC, il y a Gwt, il y a tout ça, mais en réalité, ce sont des outils qui essayent de manipuler le langage et de mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour supporter la cross-compilation. Kotlin fournit dans le langage ce qu'il faut pour cross-compiler. Et ça, c'est révolutionnaire. Et donc, ça fait qu'on peut faire tourner le même code métier, bien sûr, le même code métier sur du serveur, sur de l'Android, de l'iOS ou du browser. Prenez l'exemple à tout hasard d'un calculateur d'assurance. Lorsque vous écrivez une application, vous avez envie que le calcul se fasse localement pour ne pas avoir à faire des allers-retours serveur. Même chose lorsque vous êtes dans le browser, mais lorsque vous êtes dans le serveur, vous n'allez pas faire confiance à ce qu'on vous passe dans l'API. Genre, assure-moi ma maison, ça coûte 10 € par mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez écrire le module calculateur, et ce module calculateur, vous allez le cross-compiler sur l'entièreté des plateformes, y compris le serveur, et ça va vous permettre d'avoir un seul module calculateur, un seul ensemble de tests unitaires, et tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait des Kotlin modules. Prenons une librairie common et une librairie lib, qui utilisent tous les deux Kotlin. Eh bien, pour que la common soit vraiment common, on va très légèrement changer en appliquant non plus le plugin Kotlin Platform, mais le plugin Kotlin Platform Common, et on va non plus importer la stdlib de Kotlin, mais la stdlib common de Kotlin. La différence, c'est que là, on va créer un module common qui va pouvoir cross-compiler. Ce module common, il va pouvoir être compilé vers du JVM, vers du native, vers du JS. La librairie, elle, on va aussi la changer et on va dire, ok, donc c'est pour la JVM et c'est expected by common. Et ça veut dire que globalement, je vais créer une lib qui va être pour la JVM, qui va être l'implémentation du module common. Dans le module common, on peut dire, voilà, j'ai besoin d'une fonction qui s'appelle plateforme. Cette fonction va changer en fonction des plateformes. Okay, et donc, ce que je peux dire, c'est que j'expecte une fonction plateforme, et dans le module JVM, je dis, tiens, voilà ta fonction plateforme. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, dire, je définis une interface date, je veux que tu me donnes une fonction qui retourne now. Et donc, vous allez wrapper une Java util date si vous êtes dans la JVM, wrapper l'objet date JS, ou si vous êtes en native, démerdez-vous. Mais globalement, vous allez pouvoir vous allez pouvoir dire, dans mon module common, je fais tout ce qui est common, mais il y a 2-3 choses qui seront plateforme spécifiques, ça, j'expecte que la plateforme me le fournisse. Et dans le module plateforme, vous allez définir uniquement ce qui est expected par le common. Donc, dans le cas de votre calculateur, il est probable que votre module lib JVM ne fournisse aucune source. Parce qu'un calculateur, on prend en paramètre des valeurs et on sort le résultat. Donc, il n'y a pas de plateforme. Donc, vous pouvez très bien faire un module common sans expect et des modules plateforme, JVM, JS et native, qui n'ont pas de source, mais qui vont juste cross-compiler
le common. Là aussi, il y a énormément de choses à dire. Retenez que le multiplateforme, c'est pour du code business. La philosophie de JetBrains n'est pas de créer React native. C'est pas de dire on veut one API to rule them all, parce que ils fournissent les API pour chaque plateforme. Si vous faites de l'iOS et que vous voulez faire du Kotlin sur iOS, vous aurez accès à tout Cocoa Touch. Parce que les headers ont été transpilés et que vous avez accès au UI controller, NSList, etc. Mais le but de JetBrains n'est pas de vous fournir une librairie. Si vous voulez coder une application entièrement en Kotlin, vous pouvez. Mais en réalité, la cross-compilation, c'est surtout utilisé pour faire du business code. Donc, leur but n'est pas de fournir One API to rule them all. Ils ne vont pas porter la JVM. Ils ne vont même pas porter l'objet date. Si vous voulez utiliser des dates, c'est à vous de voir en fonction de la plateforme, en fonction de ce que vous voulez faire et de faire des expects actuels. Mais ils vous permettent de cross-compiler. Donc, Kotlin Native, ça marche pour iOS. Et ça, c'est très très cool. Ça marche pour tout ce qui est embedded CPUs, donc STM32, et ils vont en avoir plus. Ça permet aussi de faire de la performance. Pourquoi est-ce qu'on ferait du Kotlin native sur du Linux alors qu'on a la JVM? Eh bien, j'avais prévu de vous montrer, mais je suis très en retard, donc je ne vais pas vous le montrer. J'ai écrit une fonction factorielle. Cette fonction factorielle, elle est littéralement 20 fois plus performante en native lorsque je compile en Kotlin native que quand je compile à la JVM. Et ce calcul ne prend pas en compte le startup de la JVM. Donc la JVM est très utile parce qu'elle fournit énormément de services qui ne sont pas fournis en Kotlin native. Mais si vous voulez créer des modules qui ont besoin de beaucoup de performance, Kotlin native est très utile dans ces cas-là. Et Kotlin Native vous permet aussi d'aller parler à des librairies C. Vous voulez écrire un petit module de transcodage de FFmpeg, enfin en utilisant la librairie FFmpeg, lisez le dernier blog post du Kotlin blog et vous verrez comment on fait. Mais globalement, Kotlin Native c'est aussi très utile lorsqu'on veut utiliser un langage moderne en utilisant des librairies relativement low level en C. Et on a peu de temps pour en parler, mais sachez qu'il y a une sorte de garbage collection en Kotlin Native, mais qu'elle est extrêmement rapide, qu'elle est extrêmement moderne et que c'est beaucoup plus rapide que la JVM parce que c'est beaucoup plus limité. En gros, Kotlin Native, c'est très 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 cool et je vous encourage à aller le voir. J'avais dit que je parlerais des tools. Pour coder en Kotlin, vous avez IntelliJ. Comme vous avez IntelliJ pour coder en Kotlin, vous avez les mêmes outils que Java. Voilà, c'est fait. Oui. Par exemple, pour du Sonar ? Alors, aux dernières nouvelles, Sonar n'avait pas encore intégré le langage Kotlin. Pas de bol. Alors, les librairies, très rapidement, globalement, vous avez accès en Kotlin à toutes les librairies qui sont écrites en Java. Mais vous avez aussi, par exemple, RX Kotlin, qui vous permet de rajouter des extension functions. Normalement, c'est iterables.toObservable de liste. Là, directement, vous prenez une liste, vous faites tout observable, qui vous permet d'avoir subscribe by en nommant les paramètres et en pouvant spécifier uniquement une next en error. Donc, c'est pas RX Java qui est réimplémenté. Hein. RX Kotlin utilise RX Java, mais ça vous permet d'utiliser RX Kotlin, d'utiliser ReactiveX comme si c'était natif en Kotlin. La librairie d'injection de dépendance dont je vous ai parlé, elle existe. J'en suis le créateur et le mainteneur. Elle s'appelle Codein et elle utilise des choses comme les types inline, comme les types réifiés dans les fonctions inline, comme les fonctions infix pour vous faire des DSL, bind with 100 points, 100, etc. Et elle utilise les types réifiés et les delegated properties. Donc en gros, Codein, c'est une librairie qui vous permet de faire de l'injection de dépendance et d'être vraiment très sémantique et très proche de la philosophie de Kotlin. Si vous voulez faire du JSON, vous pouvez utiliser Kotlin, qui est une autre librairie que je maintiens, et qui utilise par exemple des fonctions infix pour créer facilement des JSON objects, de l'overload d'opérateurs pour vous pouvoir accéder. Enfin, voilà, il y a plein d'autres librairies. Si jamais vous voulez écrire des serveurs non bloquants
eh bien, vous pouvez utiliser Ktor, qui est une librairie qui est la librairie qui est officielle et qui est par JetBrains et qui vous permettent de faire du serveur non bloquant sur du Netty, sur du Jetty, sur du servlet, sur du tout ce que vous voulez. J'en profite pour vous montrer comment est-ce qu'on fait une fonction main, parce que surprenamment je ne l'avais pas encore écrit. Vous voyez qu'il n'y a pas de syntaxe particulière pour les strings, enfin pour les arrêts. Un arrêt est simplement un type arrêt, un type générique. Et sachez que Ktor utilise les coroutines à fond. En réalité, call response text est complètement asynchrone. Vous ne le voyez pas parce que il transforme tout par des coroutines. Enfin, il utilise des coroutines et donc il transforme votre code séquentiel en callbacks. Et Spring supporte maintenant officiellement Kotlin grâce à l'excellent travail de Sébastien Deleuze, qui est contributeur, qui a cru en Kotlin dès le début et qui a poussé Spring vers Kotlin. En conclusion, Kotlin c'est très safe. Ça vous permet d'éviter les null pointer exception, ça vous permet de forcer le compilateur, ça vous permet de mettre de forcer des contraintes. Écrire en Kotlin c'est très safe et globalement un code écrit en Kotlin est plus safe qu'un code écrit en Java. C'est très facile parce que on retire beaucoup de choses inutiles et résultat ce qu'on lit est très sémantique et il y a très très peu de shenanigans pour faire les choses simples. C'est plus moderne que Java et ça malheureusement ça n'est pas la faute de Java, c'est juste que comme Java existe depuis longtemps, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire pour ne pas casser la compatibilité. Globalement, vous l'aurez compris, je pense que c'est mieux. Et surtout, retenez que ça permet l'intégration progressive. Vous n'êtes pas obligé de faire exclusivement du Kotlin. Vous pouvez prendre un projet Java et vous dire, OK, je vais faire un peu de Kotlin dedans et y aller progressivement. Et donc, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions? Oui. Java 6. Et si tu utilises une version antérieure à Java 6, mais sans circondoléance. Oui, donc Java 6. Kotlin ne supporte pas la compilation vers Java 5 et Java 4. La compilation vers Java 6 est par défaut, et si tu veux utiliser Java 8 ou Java 9, c'est une option dans Gradle ou Maven. Oui. Alors la question c'est est-ce que par exemple l'objet date existe sur toutes les plateformes, c'est ça? Oui. Alors en fait ce qui se passe c'est que dans le code common on va dire j'ai besoin d'un objet date. Et j'ai besoin que cet objet date implémente tel... j'ai besoin d'une interface date parce que je vais te demander des objets qui implémentent cette interface et j'ai besoin que les objets qui implémentent cette interface aient telle méthode. Et après, c'est toi qui va utiliser l'objet date en Java, l'objet peut-être NSDate, mais c'est à toi de le faire. Pour l'instant, JetBrains ne fournit pas une librairie standard. Si, JetBrains fournit une librairie standard qui existe, qui est implémentée sur toutes les plateformes, mais cette librairie standard est très limitée. Il y a les maps, il y a les listes, il y a les sets, il y a les strings, et c'est à peu près tout. Enfin non, c'est pas vrai, il y a évidemment d'autres choses. Mais par exemple, date n'est pas implémenté sur toutes les plateformes. Donc c'est à toi de voir, parce qu'en C, c'est à toi de voir ce que tu as envie d'utiliser, parce qu'en plus, en fonction Kotlin native, ça peut tourner sur du Linux, du Windows, de l'iOS, etc. Donc pareil, tu n'auras pas accès aux mêmes librairies, donc c'est à toi de faire ta tambouille pour que ce dont tu as besoin dans le common soit implémenté dans ton module natif. Oui.
Alors, est-ce qu'une fonction peut retourner une fonction? Tout à fait, tout à fait. En fait, le type fonction, paramètre, flèche, retour, c'est un type et donc on peut les retourner, il n'y a pas de souci. Oui, c'est le type pair. Donc, est-ce qu'il y a un type tuple? C'est le type pair. Et ce type pair, je le démontre par exemple ici. La librairie Kotzon utilise quelque chose, tout, quelque chose. La méthode tout fait partie de la librairie standard et renvoie un tuple. Et vu que je parle à un amateur de Scala, j'en profite pour dire que Kotlin supporte l'optimisation tailrec via le mot-clé tailrec. Et il ne va pas le faire tout seul, mais si tu mets tailrec la fonction, il va la tailrec. Oui, le tailrec, c'est comme tous les mots-clés en Kotlin, si on le met, c'est forcé, et si la fonction n'est pas optimisable via tailrec, à ce moment-là, ça ne compilera pas. Oui. Alors, le niveau test unitaire, comment ça marche? Ça marche exactement de la même manière que Java. Soit tu utilises, donc Kotlin, je ne vais pas montrer, mais il supporte évidemment les annotations et supporte tout ce que Java supporte. Donc, soit tu utilises du JUnit classique, soit tu utilises des librairies spécifiques. Celle de JetBrains s'appelle Spec, S-P-E-K. C'est plus proche d'un moteur de spécification que d'un moteur de test unitaire, mais ça marche très bien. Ça utilise du DSL, des fonctions fixes, des inline et tout ça. À noter qu'il y a aussi Mockito avec un K, M-O-K-I-T-O, qui permet de faire du mocking en utilisant la librairie Mockito, la vraie Java. C'est juste un wrapper qui permet de rajouter les fonctionnalités Kotlin. Donc on a exactement les mêmes outils qu'en Java, avec certaines surcouches, si on souhaite les utiliser. Il y avait une question par là? Oui. Alors, est-ce qu'on peut convertir un projet Java? Oui et non. Tout ce qui est écrit en Java existe en Kotlin, parce que Kotlin est un superset de Java. Donc, donc vous allez pouvoir transformer tout votre code Java en Kotlin. Il n'y a pas de Java qui n'existe, où il n'y a pas d'équivalent en Kotlin. Et pour cela, il y a un outil automatique. Vous ouvrez votre code Java. Dans IntelliJ, vous faites CTRL-SHIFT-ALT-K. Donc, et lorsque vous faites CTRL-SHIFT-ALT-K, il va automatiquement vous transformer votre code Java en Kotlin. Le code Kotlin généré est le plus propre possible. Maintenant, ça m'est jamais arrivé de transformer du code Java en code Kotlin sans repasser sur tout le fichier pour corriger ces conneries. Alors tout le projet en une fois, non, c'est pas. Enfin, je ne me souviens pas que ça soit possible. Peut-être que je suis passé à côté. Maintenant, il faut juste de l'opiniâtreté, ouvrir chaque fichier Java et faire CTRL-SHIFT-K. Enfin, Alt. La gestion des... Alors, est-ce que tu peux être plus précis? Alors, pour la gestion des transactions distribuées, tu utilises une librairie. Ça n'existe pas dans la JVM. Donc, tu vas utiliser cette librairie en Kotlin pareil. Les appels de fonctions sont les mêmes. Oui. L'interop marche à 100% dans les deux sens. Et plusieurs fois, lorsqu'on a demandé à JetBrains, ça serait bien si on fait ça, JetBrains nous a répondu oui, ça serait cool, mais ça casserait l'interop, donc on ne va pas le faire. Donc c'est vraiment très important pour eux. Et c'est justement... d'ailleurs, ils ont décidé de faire de la magie sur les collections pour ça. Alors qu'eux sont contre le principe de magie. Ils veulent que tout soit expliqué, voilà. Mais pour permettre l'interop, ils ont permis ça, et c'est vraiment leur but est que on puisse rajouter un fichier Kotlin dans un fichier qui a des centaines, enfin dans un projet qui a des centaines de fichiers Java, et que ça soit vraiment transparent, qu'on puisse appeler du Kotlin en Java, du Java en Kotlin, transférer les collections, enfin tout se fait tout seul.